Bonjour à tous. Voilà un nouveau numéro de notre série Portrait d'Aliyah, avec aujourd'hui, à Jérusalem, non loin des murailles de la vieille ville, nous sommes en compagnie de Muriel Darmon. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes psychiatre, on va en reparler tout à l'heure. Vous êtes arrivé en Israël en 2006, c'est-à-dire qu'on a compté tout à l'heure, ça faisait exactement... Ça fait 12 ans et demi. 12 ans et demi. Est-ce qu'on compte les années à partir desquelles on est arrivé? Est-ce que ça vient souvent? Tiens, je suis là, vous vous dites souvent, je suis là depuis 6, 7, 8, 9 ans, 10 ans, oui? Oui, l'Aliyah, c'est un peu un processus qui comprend une croissance. Comme la vie d'un individu, alors on compte en âge et d'une certaine manière, l'Aliyah constitue un peu une naissance en fait. En tout cas, moi je l'ai vécu comme ça, une naissance de quelque chose. Et donc les années qui s'écoulent marquent les étapes de cette croissance. Et oui. En quoi vous avez 12 ans et demi aujourd'hui? En quoi j'ai 12 ans et demi? J'ai 12 ans et demi comme israélienne, déjà. Voilà. C'est petit, 12 ans et demi. C'est très petit, c'est très jeune. Mais en même temps, c'est pas rien. Ouais. Et est-ce que vous voyez des situations de la vie quotidienne dans lesquelles vous vous dites, là, je ne suis pas encore grande? Oui, bien sûr. Par exemple, vous avez des exemples? Par exemple, les repères dans, par exemple, les grands débats de la société israélienne. C'est quelque chose qui grandit avec le temps, qui mature, se repérer dans les grandes questions de la société. Voilà, ça prend du temps et ça implique une maturation. C'est vrai que voilà, je me sens 12 ans et demi, préadolescente dans cet aspect-là de ma vie d'israélienne. Alors on va remonter avant votre renaissance, si je puis dire, c'est-à-dire quand vous viviez en France. Est-ce que vous pouvez nous raconter les conditions dans lesquelles vous viviez en France et les raisons pour lesquelles vous avez été amené à prendre cette décision de venir ici? Donc je vivais en France, les derniers temps en région parisienne. Je travaillais comme psychiatre, j'ai fait mes études en France. Voilà, j'ai fini mes études et j'ai travaillé comme psychiatre senior en France pendant 3 ans. Voilà, jusqu'à mon Aliyah, je suis partie. Donc voilà, je vivais, voilà. Bon, il y a eu des raisons, j'imagine, quand même, un processus qui vous a amené à prendre cette décision. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a poussé ou... Alors, je suis attachée depuis toujours à Israël. J'ai grandi dans une famille traditionnaliste. Voilà. Mes parents m'ont transmis une identité juive forte et donc qui comprenait un lien affectif avec Israël. J'ai aussi des attaches familiales ici de longue date. Et voilà, j'ai connu Israël, j'y suis venue pour la première fois en fin des années 80. Et puis voilà, j'ai été séduite par l'Israël que je découvrais, dont j'entendais parler. Qu'est-ce qui vous séduisait surtout quand vous veniez? Je suis venue plusieurs fois dans les années 90 et c'est comme ça que j'ai découvert petit à petit le pays. J'avais été touchée par le dynamisme ambiant, voilà, la vie, on sentait beaucoup la vie, voilà. La vitalité. La vitalité, ça bouge, les lieux changent très vite. Je venais une fois, je revenais 3 ans après, il y avait beaucoup de choses qui avaient changé déjà. Enfin, on sentait que voilà, cette vitalité m'a accrochée. Mais quand même, vous avez fait vos études en France, vous êtes installé en tant que psychiatre. Ouais. J'imagine que vous étiez donc très installé et tout allait bien. C'est quand même pas naturel de dire, bon tiens, du jour au lendemain, finalement, je m'en vais dans un endroit où, certes, que je connais, que j'aime bien, mais où je n'ai pas encore, je ne suis pas vraiment installé, il va falloir reprendre tout un processus. Donc il doit y avoir quelque chose quand même qui vous amène à
prendre cette décision. Comment vous pouvez nous parler de ce moment où tout d'un coup ça bascule? C'est le fruit d'une maturation interne qui s'est faite à la fois au fil de ma vie personnelle et puis sur fond des événements qui ont marqué la France et la communauté juive dans les années 2000, depuis les années 2000. Vous voulez parler de la montée de l'antisémitisme ou de l'antisionisme? Voilà, je pense que c'est plus compliqué que ça. Je crois que ça comprend une vague d'actes antisémites sans précédent, et puis des attaques médiatiques contre Israël très violentes qui ont j'ai le sentiment, largement inondé les esprits, sans que pendant longtemps les autorités médiatiques et politiques n'en disent quoi que ce soit. Et tout ça a contribué, en tout cas chez moi, à percevoir ma condition de femme juive en France d'une autre façon, en fait. Est-ce que vous aviez été confrontée à cette ambiance un peu hostile dont vous parlez, personnellement à cette période-là, oui, ou dans le passé? Non, dans le passé, et surtout à cette dernière période, disons, où les choses s'étaient un petit peu accrues. Est-ce que vous, ne serait-ce que vous deviez rendre des comptes à des gens qui vous posaient des questions Mais ça, c'était dans les années... Justement, un des symptômes de ce tournant ou de cette période qu'ont vécu les Juifs à cette période-là, en tout cas ce que moi j'ai perçu, c'est qu'il y avait en permanence un climat de violence anti-juive qui s'exprimait sans tabou, sans censure. Jusque-là, il y avait, en fait, je crois que jusque-là, il y avait une censure qui a été levée à ce moment-là. Il y avait une période où je ne pouvais pas aller... je sortais, il y avait des slogans antisémites, des graffitis antisémites partout, antisionistes. Je me souviens, à l'époque, il y avait encore des cabines téléphoniques, je ne sais pas s'il y en a encore. Mais, et donc voilà, je rentrais dans les cabines téléphoniques, je voyais des slogans antisionistes, antisémites, il y avait dans les rencontres entre amis, la question d'Israël revenait en permanence, de façon très aiguë. Je me souviens d'une période où j'étais sommée, on était sommés en tant que juifs de répondre de ce qu'Israël, de questions qui touchaient Israël. Il y avait quelque chose de très violent et un sentiment aussi de ne pas pouvoir, de ne pas être entendu. En fait, tout ce que, en fait, où il y avait des histoires d'agression quotidiennes à cette période-là qu'on entendait, même à la radio, enfin des insultes, des agressions, et je me souviens que tout ce que vivaient les Juifs à cette époque-là ne passait pas la barrière des médias, ça traversait pas au début des années jusqu'au 2000, pendant facile un an et demi, il y avait un blackout total. Et c'était une situation extrêmement angoissante. Et quand ça vient des amis, dont vous parlez, c'est encore autre chose. Là, c'était pas évidemment forcément de l'hostilité, mais malgré tout, on vous disait... Qu'est-ce qu'on vous disait comme genre de choses pour comment vous expliquer, comment vous... Oui, à l'époque, on parlait de Sharon, qui était qui représentait l'image diabolique d'Israël dans les discours, dans les débats, dans les discussions de café. Voilà. Alors vous disiez quoi à ce moment-là quand vous vous défendiez vous essayez de défendre Israël ou au contraire vous vous défendiez
de devoir répondre à ces questions? Alors non, moi je répondais par des arguments rationnels basés sur des références historiques que la plupart des gens qui tenaient ces discours et qui soulevaient ces débats n'avaient pas. Et voilà, et il n'y avait pas de possibilité de discuter. Je me souviens qu'il y avait aussi à cette époque-là beaucoup de cycles de conférences organisés dans les mairies pour parler d'Israël, pour parler de la guerre d'occupation d'Israël, entre guillemets. Et donc, quand on allait moi j'allais parce que j'aime débattre, et Israël c'est un sujet qui me tient à cœur. Je me rendais dans ces débats pour débattre, pour écouter, pour débattre. Et c'était toujours la même chose. On voyait des gens, des tables rondes où il n'y avait que des gens qui tapaient sur Israël. Et il n'y avait pas de contradiction. Et quand on amenait la contradiction, quand je prenais la parole, ouais. Ça réveillait une violence inimaginable. Je me souviens d'une séance de projection d'un film. Il y en a eu plusieurs. Il y en avait un qui s'appelait Mur. C'était à Valence, je me souviens, une salle bondée, peut-être, je ne sais pas, 300, 400 personnes, dans un cinéma, organisé avec des gens, voilà, bien d'allure normale, des gens qui avaient l'air éduqués. Et donc, nous, on a passé pendant 1h30, on a entendu des gens, voilà, dénigrer Israël en lançant des contre-vérités sur le sujet, des mensonges. C'était un discours très idéologisé, donc il y avait une représentante de l'autorité palestinienne, des Palestiniens, il y avait un Israélien qui dénigrait Israël. En gros, c'était toujours le même schéma en fait dans ce genre de débat. Il n'y avait personne pour soutenir Israël, pour soutenir la position d'Israël. Il y avait le bon Israélien entre guillemets. Voilà, celui qui est politiquement. Qui avait des thèses encore qui pouvaient être compatibles avec l'opinion commune. Exactement. S'il fallait un et Israélien. Vous avez pris la parole dans cette salle? Oui, j'ai pris la parole. Et donc même phénomène que. Et c'était une violence. J'ai failli me faire taper, quoi. C'est-à-dire, c'était d'une violence, on m'a fait taire, on m'a... voilà. Il y a des personnes que je connaissais dans la salle, que je connaissais, des personnes que je côtoyais, qui ont coupé les ponts avec moi, qui m'ont déclaré persona non grata dans leur cercle d'amis dont je faisais partie. Enfin, c'était... il y a eu... Voilà, c'était des choses quotidiennes, en fait, je dirais. Des choses... des expériences... quotidienne à cette époque qui faisait vivre à quel point la position juive et la position d'Israël n'avaient pas leur place. C'est ce que j'ai ressenti. Donc ça participait à ma maturation. Voilà, j'ai engrangé les expériences. Donc là, pour synthétiser, il y a à la fois cet élan et cette adhésion à Israël, cet enthousiasme que vous aviez quand vous veniez ici, qui contrastait peut-être avec la vie en France, et puis d'un autre côté, le côté négatif où vous sentiez que vous n'étiez plus à votre place, que vous n'aviez plus votre place en France. Les deux ont fait qu'à un moment donné, ça vous a... Ça explique cette... Je ne sais pas si je dirais le côté négatif, je le qualifierais juste... c'est des faits, il y a eu des faits qui ont remis à mon avis en question, ou en tout cas qui ont mis en lumière, à mon avis, à ce moment-là, le fait qu'il y avait plus de place. En tout cas, moi, j'ai vécu comme ça, que j'avais plus de place en France, dans mon identité juive, dans mon identité aussi liée à Israël. Il y avait quelque chose qui se défaisait, en fait. Votre lien avec Israël n'avait pas sa place
en France, finalement. C'est ça qui se produisait. Il n'y avait pas la place de... Voilà, c'est-à-dire que... voilà. Alors un soir, vous rentrez chez vous, je ne sais pas si vous étiez avec votre mari ou si vous étiez avec votre famille, vous dites, formulez la décision, je m'en vais, je pars, je fais mon alia. Est-ce qu'il y a un moment précis où la chose est dite, forcément? Vous vous souvenez de ce moment? Je me souviens bien. J'étais seule, à l'époque j'étais célibataire. Dans toute cette période, donc, où petit à petit j'ai eu le sentiment, voilà, en fait, que le fait collectif juif n'était pas à sa place ou n'était plus à sa place, je ne sais pas très bien comment dire, en France. Donc, pendant toute cette période, je me souviens en fait, il y a eu une période donc où les Juifs ont senti brutalement qu'ils étaient attaqués, qu'ils subissaient des agressions, des violences, et puis on en entendait, ça passait pas la barre des médias, les autorités politiques ne disaient rien du phénomène, d'un phénomène grave qui touchait la société française. Et puis il y a eu pendant 1 an et demi, 15 mois, ça, et puis il y avait évidemment des vagues qui ressurgissaient à chaque fois qu'il se passait quelque chose en Israël. Il y avait à ce moment-là l'opération Rempart au printemps 2002. Et puis il y a eu à nouveau une vague de violence, d'attaques de synagogues, d'agressions. Et il y avait eu à ce moment-là une grande manifestation organisée par des instances juives, la communauté juive en fait a organisé une manifestation pour dire contre l'antisémitisme, voilà. Et il y avait beaucoup de gens qui se sentaient à ce moment-là pas entendus, beaucoup de juifs, enfin beaucoup de gens qui se sentaient pas entendus et qui sont descendus dans la rue avec l'espoir de se faire entendre, avec des slogans, des banderoles. Et je participais à cette manifestation. Je me souviens, avec des amis, on était très dans l'idée qu'il fallait se faire entendre, voilà. Et je me souviens que j'avais parlé à beaucoup de gens, on avait préparé des tracts, donc voilà, j'avais distribué peut-être 500 tracts, j'ai parlé avec beaucoup de gens, et j'étais sortie en fait, je m'étais rendu compte que tous les gens avec qui j'avais parlé étaient juifs. Et je m'étais dit, je ne m'attendais pas à ça, en fait. Je ne m'attendais pas à ça, et je m'étais dit, et ça avait créé en moi un sentiment de grande solitude soudaine. Parce qu'à cette manifestation, c'était une majorité de juifs qui étaient venus? Ceux que j'avais vus étaient tous juifs. Il y avait une dame asiatique qui m'avait parlé, qui peut-être n'était pas juive. Sur 500 personnes à qui j'avais parlé. Et j'étais rentrée chez moi avec le sentiment que quelque chose, d'une grande solitude. Et le sentiment que quelque chose comme ça, qu'il y avait un déclic qui s'était produit. C'est de là dont vous dateriez? Oui, je suis rentrée chez moi avec le sentiment que mon destin personnel se détachait, en fait. Que mon destin personnel était ailleurs. J'ai pris conscience à ce moment-là, de ma solitude ou de la solitude des Juifs en France. Et en tout cas, l'analyse que j'en ai faite, c'est qu'il n'y avait pas de place pour le fait collectif juif en France et que en tout cas, mon destin à moi était ailleurs. Alors, ce mot de destin que vous utilisez, ça signifie quoi, votre destin? Qu'est-ce que vous... je me suis dit, en rentrant chez moi, qu'il fallait que je me prépare à l'Alia. Voilà, c'était que le compte à rebours commençait. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est mis en route à ce moment-là. Mais quand vous utilisez le mot destin, ça signifie qu'il y a quelque chose qui était plus ou moins inscrit et qui maintenant se manifestait. C'est ça que vous le viviez comme ça?
Je ne sais pas si je l'ai vécu comme ça. Sur le moment, je me souviens de cette impression intime de grande solitude. Et je ne sais pas si je l'ai analysé comme ça, de façon aussi claire que je le dis maintenant. Mais je me souviens très bien de ce sentiment de déclic et du fait que voilà, mon chemin prenait un autre... Alors après, tout est allé vite, j'imagine. Une fois que le déclic est enclenché, bon, le processus évidemment de faire ses bagages et d'arriver ici prend un certain temps, mais après comment ça s'est mis en route C'était pas vite parce que j'étais étudiante à l'époque. Ah bon? Et donc voilà, c'est resté une expérience intérieure. J'en ai pas parlé, c'est resté en moi. Et je me suis préparée. Enfin, je devais terminer mes études. J'ai terminé mes études. Donc ça, c'était 4 ans avant mon alia. C'était en 2002. Donc il s'est écoulé, c'était le 7 avril 2002. Voilà, je m'en souviens. Donc il s'est écoulé, 4 ans et demi. Ah d'accord, parce que je vous posais la question du moment où vous avez décidé. Donc c'est ce moment-là que vous dites que vous avez décidé, mais ça a duré encore. Oui, parce qu'il fallait que je me prépare. J'étais en étudiante. Mais c'était là, les choses étaient enclenchées. En moi, c'était décidé, c'était enclenché. Donc j'ai fini mes études, j'ai travaillé ensuite comme psychiatre. Donc je savais qu'à un moment je partirais, je ne savais pas quand, mais je savais qu'il fallait que je termine un certain nombre de choses en France. Et voilà. Ensuite... Et est-ce que vous commenciez à voir un peu ici comment vous alliez pouvoir atterrir dans la société israélienne? Non, pas encore, parce que en fait, après il y a eu un événement déclencheur immédiat qui est que j'ai travaillé dans un service hospitalier. Et puis à un moment, on m'a proposé un poste, un poste de praticien hospitalier, donc voilà, qui implique une nomination. À quel endroit? À Henri Mondor, à Créteil. Voilà, c'est une procédure administrative, c'est une nomination. Donc c'est une longue procédure qui implique un engagement, en fait. À partir du moment où on dit oui à ce genre de proposition, on s'engage pour des années. Et donc, du coup, disons que là, cette proposition m'a fait me poser la question, est-ce que je me donne encore des années, combien de temps je me donne pour réaliser ce projet dont je sais qui va se réaliser, ce projet d'Alia. Je me dirige vers ça. Et donc voilà, c'est là que j'ai décidé finalement. Je suis venue en Israël, j'ai réfléchi. Donc vous avez renoncé à ce poste? Et je renonçais à ce poste. Qui vous aurait amené à avoir des obligations de rester davantage, oui, pour activer, disons, le processus. Voilà, c'est-à-dire que j'étais un finalement, tournant. Paradoxalement, c'est une intégration plus grande en France qui vous a amené à vous dire non, je me dégage d'un chemin où ça sera peut-être plus difficile après de sortir. C'est-à-dire cette proposition m'a placée dans un carrefour, devant une alternative. Je devais choisir où m'engager dans ce projet professionnel qui m'intéressait au final, mais qui nécessitait de rester là au moins 10 ans, enfin des années, plusieurs années, ou bien me dire c'est le moment. Et donc j'ai décidé à ce moment-là. Donc là, vous avez commencé à faire votre allié. Alors, comment ça se passe dans ce moment quand on prend ses valises, quand on s'en va et quand on arrive en avion et qu'on pose ses valises quelque part ici en Israël? Vous pouvez nous raconter ces quelques jours-là, concrètement, du passage? Je suis arrivée avec 2 énormes valises. Il y avait 110 kilos, je me rappelle, où j'avais mis toute la vie que je pouvais emporter. C'était difficile de trier, de laisser. Et ça, c'était aussi un processus. Et je suis arrivée une nuit à 3h du matin. J'ai débarqué à Tel Aviv. Le taxi m'a laissée devant une auberge de jeunesse où je savais que je pourrais dormir au moins la première nuit. Et voilà, j'ai hissé mes 110 kilos de bagages au 3e étage, au dortoir où il y avait une place. Et je me suis posée là. C'était mon premier chez moi en Israël. Et j'étais dans un espèce d'entre-deux, à la fois physique, à la fois mental,
Je me souviens de sensations très physiques. Je me souviens que les premiers temps, j'avais froid. C'était donc en quel mois? C'était en fin novembre, début décembre, mais il faisait un grand soleil. Et à Tel Aviv, les gens étaient en t-shirt. Mais j'avais très froid et j'avais faim et j'avais des sensations très physiques liées au changement, liées au... Voilà, c'est un grand bouleversement, l'Alia. C'est un grand bouleversement existentiel, physique avant tout. Voilà, et ça m'a accompagnée. Ces premières sensations m'ont accompagnée des mois durant. Et les premiers jours ensuite, les premières semaines, comment ça s'est dénoué? Les premières semaines, j'avais besoin... Déjà, il fallait que je trouve un endroit pour être, voilà, de façon un peu moins, disons, précaire que l'auberge de jeunesse. Il fallait que je trouve rapidement un lieu pour habiter. Donc, je me suis attachée à ça. Les premiers jours, c'était ça, trouver un toit. J'ai trouvé un endroit où je suis allée... il y a une organisation de kibbutz où on recrute des bénévoles qui veulent travailler volontairement comme bénévoles dans les kibbutz. Donc je me suis dit, c'est vraiment ce qu'il me faut. Et je suis allée là-bas et donc voilà, on m'a dit qu'on cherchait des bénévoles dans un kibbutz dans le sud du pays, entre Be'er-Sheva et Hebron, dans cette région, Be'er-Sheva et Arad. Donc là, vous êtes logé, nourri, voilà. En échange. Qu'est-ce que vous faisiez? Donc là, je travaillais à la cuisine. Donc je me levais le matin tôt et je préparais le petit déjeuner pour Combien de personnes? Il y avait en fait une base militaire qui était dans la région et donc les soldats venaient manger dans ce kibbutz. Donc il y avait, je sais pas, plein de gens, des dizaines de soldats, une unité qui prenait son petit déjeuner, donc je leur préparais le petit déjeuner. Et vous voilà passé de votre bureau de psychiatre à celui de simple, on va dire, hôtesse ou cuisinière de kibbutz. Ouais. Vous ne sentiez pas que vous aviez perdu votre statut social? Je sentais que j'étais là où je devais être exactement à ce moment-là. C'est-à-dire, il me fallait un endroit pour atterrir, pour digérer ce qui m'arrivait, qui était une chose, somme toute, dingue. Voilà, de l'extérieur, complètement irrationnel, même si je savais que ça obéissait à une logique évidente, mais il me fallait digérer tout ça, atterrir, me réchauffer. Et donc voilà, une petite chambre dans un kibbutz, le plus petit kibbutz du pays, je crois, vraiment tout petit kibbutz perdu dans le Negev. C'est ce qu'il me fallait pour atterrir. Couper des légumes, éplucher des concombres, faire des omelettes le matin, c'était voilà ce qu'il me fallait. Combien de temps vous êtes resté là? Je suis restée là-bas quelques semaines, le temps d'atterrir, 2 mois, quelque chose comme ça. Et puis après, voilà, il fallait que j'apprenne l'hébreu. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé un Merkaz Klita, un centre d'intégration pour nouveaux arrivants à Jérusalem. Et là, je suis venue à Jérusalem. Est-ce que vous vous projetiez, vous aviez un plan, si je puis dire, en disant là j'ai besoin de rester là, après je vais faire ci, ensuite je vais retrouver une activité qui correspond à ma profession? C'est dans votre idée ou tout était ouvert à ce moment-là? J'avais pas de plan, c'est-à-dire pour l'instant c'était atterrir mon plan. C'était un peu un objectif existentiel quotidien, c'est-à-dire voilà. Me poser. C'était ça. J'avais pas du tout de plan. Bon, j'avais repéré où est-ce qu'il y avait des ulpan, des centres d'intégration, et donc je savais qu'il y avait cet endroit à Jérusalem. Et donc je m'y suis inscrite et je suis venue là. Là, j'ai habité pendant 5 mois. Pendant cette période-là de départ, vous aviez l'impression comme si vous étiez dans un cocon en transformation, où quelque chose se passait de profond, d'intime en vous, qu'il fallait laisser s'exprimer avant de repartir. Il y avait, j'avais la nécessité d'être dans un cocon. Je me souviens à l'auberge de jeunesse, je me calfeutrais dans le dortoir. J'avais besoin d'être à l'intérieur
de me couvrir, d'être... oui, j'étais dans un cocon psychique comme ça. Et qu'est-ce qui était en train de se passer à l'intérieur de vous? Ben, je me déracinais du pays qui m'a vu naître, grandir, qui était mon pays, qui était le pays de ma culture, où je parlais ma langue maternelle, vers un endroit auquel j'étais attachée depuis longtemps, qui était aussi mon pays, mais dans lequel je n'avais pas encore d'attache, sauf des attaches affectives, spirituelles, familiales, mais je n'avais pas encore d'attache personnelle concrète. Donc voilà, c'était ça qui se maturait, je crois. Ici, donc à Jérusalem, comment vous avez vécu le passage entre le kibboutz éloigné du Negev et Jérusalem, votre arrivée à Jérusalem et le fait de vivre dans cette ville maintenant, comment ça s'est déroulé ensuite les mois suivants, puis après les années qui ont suivi, comment vous avez pu finalement retrouver, non pas des racines forcément, mais au moins une intégration qui vous a permis de continuer à avancer? À Jérusalem, je connaissais Jérusalem comme touriste. C'est-à-dire, quand je venais séjourner en Israël, voyager, je venais à Jérusalem un jour, 2 jours. Je ne connaissais pas bien Jérusalem, en fait. Et en fait, j'ai découvert Jérusalem lors de ces 5 mois où j'ai vécu dans ce centre d'intégration. Et je suis tombée amoureuse de cette ville. C'est-à-dire qu'au-delà de la tâche que j'avais, qui était une tâche spirituelle, enfin affective, mais éloignée, qui n'était pas... puisque je ne connaissais pas la ville, je n'y avais jamais vécu longtemps. J'ai découvert l'atmosphère de cette ville, l'atmosphère mystérieuse, électrique, chargée de plein de choses, chargée d'histoire, chargée de... voilà. Parfois, on trouve ça un peu étouffant. Il y a des gens qui disent ça. Je comprends. Vous comprenez ça? Je comprends. En tant que psychiatre? Ouais, même pas en tant que psychiatre, je comprends. J'ai des amis je me souviens dans cette période, qui n'ont pas supporté, qui sont partis. Je comprends. Mais vous, ça vous convenait bien? Ouais, parfaitement. Je me suis sentie bien. Alors, ces premiers moments à Jérusalem, c'était encore une partie de cette enfance, cette petite enfance, pour reprendre l'image de cette renaissance dont on parlait tout à l'heure. Comment vous êtes progressivement, comment vous avez pu commencer à marcher toute seule, finalement? Donc, cette période au Merkaz Klita, voilà, comme je vous disais, c'était une période un peu comme quand on est à la crèche ou à la maternelle, comme ça, une période précoce comme ça de la vie. Elle était marquée pour moi, c'était une nouvelle phase de l'Alia en fait, et c'était une phase qui était centrée autour de l'apprentissage de la langue. Je parlais pas l'hébreu, enfin on va dire je baragouinais. Au fil de mes voyages, j'avais glané ça et là des mots dans la rue. Je me débrouillais, mais je baragouinais, je savais pas parler, je savais pas lire, je connaissais les lettres, mais je savais pas lire, je savais pas écrire. Et la première chose qu'il me fallait faire, c'était apprendre. Il fallait que je puisse parler, il fallait que je puisse comprendre, il fallait que je puisse communiquer. Donc, c'était une phase où je me suis plongée corps et âme dans l'apprentissage de l'hébreu. Ça a été il y avait un enjeu existentiel majeur pour moi, que je sentais comme ça, une urgence. Et donc voilà, ça a été une phase d'immersion dans l'hébreu. Vous aviez vos cours, vous rentriez chez vous, vous faisiez vos révisés, etc. Voilà, tous les matins, donc il y avait 5 heures de cours intensifs, et puis on devait travailler, apprendre. Combien de temps ça a pris pour que vous commenciez à vous sentir à l'aise? C'est un processus qui continue jusqu'à aujourd'hui, déjà. Je dis toujours, quand on me pose la question de mon niveau d'hébreu, je parle mieux qu'hier, moins bien que demain.
Et je pense qu'à toutes les phases, quand je suis arrivée, je pensais, j'avais l'illusion, je me disais, ben voilà, dans 2 ans, je maîtriserai bien la langue et je parlerai. Et voilà. Mais en fait, on s'aperçoit quand on rentre dans l'apprentissage d'une langue, en tout cas de cette langue, que c'est jamais fini, que c'est un processus qui continue pendant toute la durée de l'ALIA. Je m'y suis adonnée avec beaucoup d'énergie, j'avais soif de l'hébreu, je sentais une soif, quelque chose de très charnel comme ça. Et donc j'ai étudié pendant 5 mois dans cette Ulpan, et puis après j'ai enchaîné d'autres Ulpan pendant 1 an et demi en fait. J'ai fait que ça, pas que ça, mais je me suis donné, c'était mon activité principale pendant 1 an et demi. Et entre-temps quand même, vous cherchiez aussi peut-être à vous retomber sur vos pieds professionnellement, j'imagine? Eh bien, en fait, dans mon métier, la langue c'est central, donc c'était déjà la première phase. Et pendant toute cette période, je sentais que c'était pas encore le moment sur le plan de la langue. Et du coup, j'ai pas travaillé dans mon métier tout de suite. D'abord, il y a eu toute une procédure administrative pour faire reconnaître mes diplômes, qui a pris un certain temps. Mais je pense que aussi intérieurement, il me fallait me sentir prête. Et tous ces mois et cette année et demie passée à apprendre intensivement l'hébreu, ça m'a permis aussi de maturer. Voilà, et donc pendant cette période, non, je ne travaillais pas comme... Vous auriez pu avoir une clientèle francophone, enfin une patientèle. Ouais, mais je crois que je ne le souhaitais pas. Je voulais mettre à profit, je voulais profiter, j'en étais pas là en fait, mentalement. Je crois qu'il fallait vraiment que je m'immerge, que je sente l'hébreu au maximum, même si je me suis rendu compte au bout de 2 ans que ce serait jamais fini et qu'à un moment, je me sentirais suffisamment à l'aise pour travailler dans mon métier, mais que, en tout cas, pendant cette première année et demie, ce n'était pas encore le cas. Et donc, j'ai fait des petits boulots qui n'ont rien à voir avec la psychiatrie pendant cette période. Du genre? Du genre, j'ai travaillé, mon premier boulot, je travaillais dans un restaurant. Vous êtes revenu à vos concombres. Exactement, j'épluchais des légumes. C'est ma première fonction. Je faisais le ménage et j'épluchais les légumes. Et c'était parfait. Je me suis perfectionnée dans toute la sémantique liée aux légumes, l'épluchage des ustensiles de cuisine. Ça m'a ouvert un champ sémantique important dans la vie ici. Et ça a été super. Et après, j'ai pris du galon, je suis passée serveuse. Ah. Une fois que j'ai passé... Voilà. Serveuse en Israël, à Jérusalem, ça vous a laissé quelle impression? C'était super. Ouais. C'était pour moi sortir de l'ombre, mais grâce à la langue. Parce que pour faire serveuse, il faut parler. Quand j'ai commencé à éplucher les légumes, je ne savais pas suffisamment parler. Donc après, c'était une grande fierté pour moi de sortir de l'ombre des cuisines et passer serveuse et me mêler à la foule, des gens qui venaient se restaurer dans le restaurant. C'était un grand moment. Alors, serveuse ensuite, quelle a été l'étape suivante? Après, j'ai travaillé comme serveuse et puis il y a eu toute cette période de procédure administrative. De reconnaissance du diplôme. Et puis... à un moment donné, vous êtes sentie prête? À un moment donné... À exercer, à retrouver votre profession. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, j'ai reçu tous les papiers, après toute cette procédure administrative un peu fastidieuse, qui me permettait de commencer à faire ce que je devais faire pour avoir finalement la reconnaissance finale. Je devais faire un stage, en fait, dans un hôpital. Donc là, voilà, je me suis mise à chercher un stage, un lieu de stage, et puis j'ai trouvé, et puis j'ai sauté le pas. J'ai fait ce pas-là était un pas important, pas facile. On est à 0 plus qu'on a quel âge là vous aviez? Eh bien, c'était en janvier 2009, c'est-à-dire 2 ans après. Vous m'avez dit 2006.
Fin 2006, je suis arrivée fin 2006 et début donc, 2009. 2 ans après, vous commencez à... Vous commencez à faire un stage pour valider mes diplômes. Et ensuite, vous avez progressivement ensuite, conforté cette profession, cette activité professionnelle qui maintenant, aujourd'hui, est votre activité principale, enfin, votre activité normale, on va dire. Voilà, c'est ça. Vous travaillez où actuellement? Actuellement, je travaille donc à l'hôpital psychiatrique de Jérusalem, Kfar Shaoul, dans un centre de soins intensifs de jour qui reçoit des personnes en période de décompensation psychique de toute nature, pour des soins intensifs de jour. Les personnes viennent le matin à 8h30 jusqu'à 14h, 14h30, et donc pendant cette période, ils sont soignés, ils reçoivent des soins psychiques individuels, groupaux. Est-ce qu'aujourd'hui encore vous faites du bénévolat dans une association ou vous n'avez plus le temps? Voilà, pour l'instant non, mais j'exclus pas, je pense que ça fait partie de la vie ici, enfin voilà, pour l'instant voilà. Est-ce que vous diriez que vous avez changé donc fondamentalement vous, avec toute cette mutation qu'on a retracée? J'imagine que oui. En quoi vous êtes différent de ce que vous étiez en France? Je pense qu'il y a il y a beaucoup de choses qui ont changé. Bien sûr, l'ALIA, ça a été un bouleversement pour moi. J'ai eu le sentiment que il y a quelque chose de mon être juif qui a trouvé sa place, en fait, qui est comme une sorte de libération. Je crois j'ai senti, j'essaie de décrire ce que j'ai ressenti, en fait. Voilà, je crois que c'est de l'ordre d'un sentiment de libération de la part juive de mon être. Un sentiment de pouvoir être simplement sans contrainte, de laisser cet être-là grandir et évoluer sans contrainte. Finalement, c'est ça la mutation d'identité, c'est moins quelque chose qui se transforme que quelque chose qui se libère ou qui peut se déployer davantage selon ce que vous avez ressenti de votre judéité. Je l'ai senti nettement. Ouais. Je l'ai senti nettement. Pour autant, je reste française aussi d'identité, de pensée, de mode de pensée, de culture. Mes références culturelles sont celles de la France, puisque j'ai grandi en France, et ma langue maternelle restera toujours le français. Aussi, quelle que soit la passion avec laquelle je me suis immergée et la soif avec laquelle j'ai appris l'hébreu, je ne parlerai jamais aussi bien l'hébreu que je ne parle le français, qui est ma langue maternelle. Donc, je sens que je reste française ici. Je parle l'hébreu avec un accent français, et ça restera toujours comme ça. C'est-à-dire que je reste aussi française, mais je sens que la part, la part, mon être juif a trouvé trouve sa place et une place pour se déployer, pour grandir. Voilà. Est-ce que vous diriez que c'est ça qui fait passer du juif à l'hébreu, si on estime, ou l'israélien? Est-ce que l'israélien, c'est ça, ou l'hébreu, je ne sais pas comment il faut dire? Est-ce que vous avez l'impression que les gens ici, finalement, sont sur ce mode-là, ont déployé leur être juif, et finalement, quand on l'a déployé, paradoxalement, il n'existe plus, au sens qu'il est simplement. Il n'est plus à préserver, il n'est plus une partie de soi-même, et finalement, il disparaît dans le décor, si je puis dire, dans le décor de la réalisation. Non, je ne crois pas. Je pense qu'il est... En fait, il a le cadre ou le lieu. J'essaie de décrire ce que je ressens. Il a le cadre et le lieu pour grandir. Parce que
comment l'expliquer, je ne sais pas. Bon, voilà, c'est pas un scoop que le peuple juif est né ici. Voilà, j'essaie d'expliquer, mais il a un lien indéfectible avec cette terre et que, en tout cas, mon être juif, je sens qu'il est dans une phase, non pas, il se noie pas, il est dans une phase de croissance, de maturation, il est ici à la source de ce dont il a besoin pour grandir et maturer, enfin, avec le lien à la terre, le lien à la langue. Et à la tradition, comment vous avez évolué sur le plan du judaïsme, le rapport au judaïsme? Plus, moins, pareil, différent? En fait, toute cette phase de maturation dont je vous ai parlé en France, qui a précédé mon alia, les années qui ont précédé, j'ai ressenti, je me suis rapprochée de la tradition intérieurement, petit à petit. Voilà. C'est aussi un processus qui a commencé avant mon alia et qui s'est poursuivi. Aujourd'hui, vous diriez que vous êtes plus pratiquante ou... Que je ne l'étais à l'époque, oui. Oui. Et au niveau de l'étude aussi, vous avez entamé ou vous avez poursuivi une étude régulière Une étude... je ne suis pas affiliée à un cours de façon régulière, mais je suis des cours par Internet. Voilà, je suis plus... je m'adonne plus à l'étude que je ne le faisais en France, par exemple. Je suis plus... voilà. Quand vous regardez comme ça, comme on le fait en ce moment, est-ce que vous faites la jonction entre cet itinéraire-là que vous décrivez très bien et très concrètement et le destin collectif de ce qui se produit ici? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une sorte d'analogie entre les deux, qu'il y a une connexion forte? Bien sûr qu'il y a une connexion forte. Voilà. Vous y pensez? C'est présent à votre esprit? En gros, ce que vous êtes venu faire ici. Ouais. En quoi ça, redites-moi votre question, en quoi ça rejoint le destin collectif? Oui, c'est-à-dire en quoi ce que vous vivez là en tant qu'individu personne, c'est finalement inscrire dans un phénomène collectif qui prend à ce moment-là une signification qui n'est plus seulement individuelle, mais qui est aussi une dimension collective, historique, peut-être historiosophique. Je ne sais pas si j'ai conscience à chaque instant de ce mouvement collectif qui, au final, m'a porté jusqu'ici. Mais en fait, c'est une réalité. Le mouvement collectif existe, m'a précédé, et c'est ici qu'il se dirige, enfin qu'il est né et qu'il se dirige. Cette terre est la terre des de convergence du destin juif. Donc ça, c'est un fait qui me préexiste. Mon expérience personnelle rejoint le lieu où le peuple juif est né, où le peuple juif converge. Donc forcément, je rejoins le mouvement. De quelle façon ça se manifeste dans ma vie quotidienne, comment intimement je le ressens. Dans la pratique religieuse, par exemple, la pratique que j'ai trouvée en Israël, voilà, j'ai fait l'expérience de ce que c'était que la présence du signe juif dans l'espace public, par exemple. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas en France, parce que ça ne fait pas partie de la culture locale. Et ici, c'est la vie juive est partout, est inscrite dans les lieux publics, partout. La langue, je pense charnellement m'enracine dans
à mon insu, je crois, mais dans l'expérience collective, en ce sens que l'hébreu est une langue moderne, mais c'est la langue du Tanakh, et donc de la Bible. De la Bible. Parler l'hébreu au quotidien, c'est être en contact avec les organes de la phonation, avec son cœur, avec sa pensée, avec le Tanakh, avec la Bible, qu'on y pense ou pas, de façon inconsciente ou pas. La structure de la langue également, la structure de la langue, je pense qu'elle modèle, elle influe sur la mentalité, elle influe sur, je crois, en tout cas je le ressens. Oui, comment vous pourriez nous expliquer en quoi est particulière cette structure de la langue hébraïque? Est-ce que ça implique aussi, évidemment, pour la vie quotidienne, la vie de tous les jours? Comme je vous le disais, la langue est liée, la langue quotidienne que l'on parle en tant que israélien tous les jours est une langue, c'est la langue de la Bible, du Tanakh, et donc ce lien, je crois qu'il influe de façon inconsciente. Parler la langue des textes juifs ou des textes, et ça a une implication, je crois, profonde. Donc ça, c'est un premier élément. La façon dont la langue est construite, aussi les langues, le français comme l'hébreu, comment dire, dans le français comme dans l'hébreu, il y a des racines de mots, des ramifications entre les mots. Et en fait, par exemple, si je prends ces deux langues, les ramifications sont différentes dans le français et dans l'hébreu. Les familles de mots en hébreu, en français souvent les familles de mots sont centrées sur un mot. Par exemple, je prends un exemple, lait, le lait, L-A-I-T. Alors voilà, on a lacté, lactescent, laiteux. Tous ces mots indiquent un rapport direct avec le mot lait. Donc c'est une famille qui est centrée sur le mot lait. Voilà, en hébreu, les familles, les racines sont liées souvent, développent une idée plus qu'un mot concret. Et donc il y a des familles de mots qui rassemblent des choses qui peuvent être en apparence très éloignées les unes des autres. Et autour de, par exemple, je vous donne un exemple, on est à l'approche de Pessah, alors il y a le mot chametz qui indique des choses qu'on ne consomme pas à Pessah. Voilà, le levain, donc. Le levain, voilà, ce qui a trait avec le levain. Et donc le mot chametz, chet, mem, tzadik, ça c'est la racine. En fait, se retrouve dans d'autres mots comme chometz, le vinaigre, comme chamoutz, acide. Tout ce qui a levé, en fait, par exemple, tout ce qui peut... Chamtsan, l'oxygène. Ah oui, pourquoi l'oxygène alors? Justement, parce que, voilà, donc justement, c'est-à-dire, l'idée, c'est que le processus que subit le chametz, qui utilise le levain, c'est un processus qui utilise l'oxygène, un processus d'oxydation. Donc en fait, de tous ces mots, ces choses concrètes qui sont diverses et variées, il y a quelque chose qui les unit, c'est ce processus d'oxydation. Et on peut le retrouver. Voilà. Donc c'est plus abstrait. C'est plus abstrait. Ce qui est désigné est plus abstrait. Et en même temps, les lettres représentent un principe, les mots représentent un principe qui est déployé avec des significations et qui ne tient pas uniquement à la forme des lettres ou à
ou à l'objet que la chose désigne, comme le lait, effectivement. C'est-à-dire, on monte à un degré plus abstrait, ce qui fait que parfois, un mot et son contraire peuvent avoir la même origine, puisqu'ils sont liés par le fait qu'ils soient contraires. Il y a une communauté de la chose et son contraire. C'est-à-dire que, du coup, ça déploie une approche des mots qui est plus large, qui comprend des significations qui englobent les symboles, qui englobent des associations d'idées plus larges. Et je pense que ça influe sur la façon de penser, sur la mentalité. C'est pas rien. Je reviens au fait que des mots qui sont utilisés dans la Bible donnent naissance, ou ont donné naissance à des mots qui sont utilisés dans le langage quotidien. Et quand on les emploie dans le langage quotidien, qu'on en soit conscient ou non, on emploie des mots qui sont chargés de signification, de symboles, de strates. Voilà, je crois que voilà. Il y a un enrichissement du formalisme linguistique tel qu'on peut le connaître en France avec une grammaire. Et là, il y a une charge qui finalement dépend de la situation de la subjectivité, en tout cas qui peut se déployer de manière non complètement maîtrisée ou rationnelle. C'est pour ça que c'est difficile. Je pense que dans toutes les langues, il doit y avoir ce genre de phénomène. En tout cas, ça existe en français. Les mots français aussi sont chargés de signification des racines, des racines latines ou grecques qui leur ont donné naissance. Et aussi en français, les mots sont chargés du coup de la culture et de l'antériorité, de l'identité collective. Mais voilà, en tout cas, en Israël, cette signification nous relie, qu'on le veuille ou non, à la langue du Tanakh. C'est un fait. Parce qu'il faut dire que quand un Israélien lit la Bible, il la comprend. Pas contrairement à un Grec d'aujourd'hui qui lirait Aristote. C'est ça. Et ces strates des mots, ces strates de la langue, ces strates qui composent la langue, ces strates de signification en fait, rappellent également les strates de l'histoire qu'on découvre, qu'on sent, qu'on perçoit au quotidien quand on vit ici. En tout cas à Jérusalem, où chaque chantier est l'objet d'une recherche archéologique. Bien sûr. Qui précède. Et à chaque fois, on trouve quelque chose, forcément, depuis tant d'histoires passées. Et vous voilà reliés à tout ce passé, et aussi projetés dans un futur, dans une continuité, dans un avenir. Oui, je pense, je reviens à votre question précédente, me vient aussi la question du temps. C'est-à-dire qu'il y a ici le calendrier juif. Le calendrier juif, donc il compte les mois, il y a des mois juifs et donc le calendrier juif, on découvre, enfin ça m'a marqué, ça fait partie des choses qui m'ont marqué quand je suis arrivée, depuis que je suis en Israël, c'est que le calendrier juif, quand on le compte en France, enfin, quand on vit en France et qu'on suit les fêtes, l'enchaînement des fêtes selon le calendrier juif, donc voilà, ça tombe à certains moments, des saisons, etc. Et quand on arrive en Israël, en tout cas moi, on a le sentiment qu'on rencontre le lieu où ce calendrier juif a été créé. Enfin, c'est une sensation un peu irrationnelle, un peu étrange, mais on a l'impression que ce calendrier juif, et le calendrier, il a été... C'est pour ici. Oui. C'est-à-dire que quand on prie à la fin des fêtes de Tishri pour... en octobre, donc. Pour avoir la pluie, après des mois et des mois de saison chaude et sèche, et qu'on sort de la synagogue et qu'il y a la pluie qui tombe, il y a quelque chose qui est... Et entre-temps, on a habité dans des cabanes précaires, des soukottes, dans la souka. Et évidemment, au mois d'octobre, en Pologne, par exemple, on voyait bien que le calendrier n'était pas le même, n'était pas fait forcément pour une terre un climat aussi continental et froid.
Ici, quand on est dans cette fête-là, tout le monde peut avoir sa souka, dormir même dans sa souka sans problème, parce que le climat s'y prête. Ouais. Il y a aussi ça que vous dites. Il y a ça, ouais, il y a ça aussi. Ouais, ouais. Il y a le fait qu'une sensation qu'il y a une concordance du lieu et du temps, en tout cas auquel j'ai été, à laquelle j'ai été sensible, comme ça. Et aussi de votre être avec le lieu. Cette concordance, elle est de la même nature au niveau existentiel, perception. Dans ma perception, dans mon vécu personnel, oui. Et ça ne s'est pas démenti, cette mise en phase, au contraire, elle évolue, ou ça s'approfondit, ça se ramifie, ça s'enrichit. Ça grandit, ça ne s'est jamais démenti, je me sens là où je dois être. Ça ne fait pas de doute, c'est une évidence. C'est une évidence. 12 ans et demi, donc vous imaginez à 25 ans? À 25 ans, j'espère. Et plus, si le Créateur me donne... Naturellement. C'était pas une limite, c'était juste une... me donne cette possibilité. Vous avez l'impression que cette transformation va se poursuivre. Cette transformation, cette maturation se poursuit de jour en jour, et voilà, je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, mais je me sens... On vit dans le présent, en Israël davantage, dans le moment présent, parce que sur de projection, c'est pas vraiment le problème. La vie quotidienne est très trépidante, très énergétique, très chargée. On est beaucoup dans le quotidien, dans le concret, la vie est speed. Donc voilà, il y a tout ça en même temps. Elle est speed, mais c'est énergétique, c'est stressé aussi. Mais on a l'impression que ça a un sens, ce stress. Où est-ce que ça pourrait être? Il y a de tout, comme partout. Je crois que faut pas... Il y a du stress aussi, il y a des périodes de stress, il y a des périodes d'épreuve, comme partout. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose dans la société qui est dynamique, qui est vivant, qui est créatif, qui rebondit. Ça fait partie des forces vives de la société israélienne. Je vous parlais tout à l'heure de tout ce qui est bénévolat, qui se manifeste dans plein de domaines. Et, voilà, créativité, enfin voilà, il y a quelque chose de dynamique. Il y a du stress, mais il y a aussi du dynamisme. Et quand vous revenez en France, vous avez l'impression que vous changez de niveau d'intensité d'existence, ou... Quand je reviens en France, je suis contente de revenir en France. Je retrouve des êtres qui me sont chers, avec lesquels je suis toujours en contact. Je retrouve des paysages de mon enfance, je retrouve la maison de mon enfance. Je suis contente de retourner en France pour des raisons personnelles et intimes. Je suis jamais retournée de façon prolongée. Du coup, quand j'y vais, j'y suis toujours de passage, et donc je vois que les choses qui me touchent, les choses qui me sont chères. Est-ce que vous avez l'impression que les Juifs de France sont maintenant décalés par rapport à ce qui se passe, ou comment vous percevez le judaïsme en France, accueille les communautés en tout cas, comment vous les percevez? L'analyse que j'avais faite au moment où j'ai fait mon alia, qui m'impliquait personnellement, c'était j'avais le sentiment qu'il n'y avait plus de place pour le fait collectif juif en France. Donc voilà, cette analyse, je la garde. Maintenant, ce que les Juifs vont décider... Enfin, après, individuellement, c'est une autre affaire. Chacun fait son... Voilà, son... Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une place pour le fait collectif national? Parce que ce qui est frappant quand même entre les deux pays, c'est le contraste entre, d'un côté, ici, quelle que soit la situation, quelle que soit l'appartenance politique ou religieuse, un grand engagement pour le pays. Qu'est-ce que je peux faire pour le pays? C'est très souvent qu'on entend ça. En France,
On n'a plutôt pas l'impression que ce soit la motivation principale, en tout cas dans le discours. C'est plutôt le dénigrement ou c'est plutôt chacun pour soi. Le pays, bon. Ça, c'est une grande différence dans les mentalités. En Israël, c'est sûr que la dimension nationale, voilà, l'identité nationale est une identité qui est forte, qui est revendiquée, dont on ne rougit pas. Enfin, en tout cas, ça fait partie de la vie ici. Le destin juif collectif et indissociable du lien à la terre, du lien à la langue et à la nation. Enfin, tout ça est lié. En France, le rapport à la nation, il est autre. Il a changé au cours du temps. Il est, je pense, teinté du fait que la société française est largement, je pense, détachée de ses origines religieuses, du fait religieux, et largement déchristianisée. En tout cas, ces dernières décennies, c'est très net. Et que du coup, peut-être, j'en sais rien, en tout cas, c'est un fait que le fait national, il a une connotation péjorative en France qu'il n'y a pas en Israël. Il y a une connotation péjorative parce que le national est lié parfois à des dérives nationalistes qui peuvent être ici. Ce n'est pas le cas. Vous avez le sentiment, en règle générale, que cette adhésion au national se fait sans manière particulière et finalement n'est pas exclusive, n'est pas une sorte de fierté mal placée ou une fierté qui ne peut pas être taxée de nationalisme au sens plus étroit du terme. Est-ce que vous sentez ça comme ça par rapport non, je ne sens pas ça comme ça, mais c'est vrai qu'en France, pendant que vous parliez, c'est vrai qu'en France, la question, le rapport à la nation, il est teinté de ce que, dans la conscience collective, de ce que la nation a apporté des avatars du nationalisme. Alors on pense au totalitarisme, au nazisme, au colonialisme, tout ça. Enfin, quand on parle de nation ou de rapport à la nation, c'est teinté dans la conscience collective de toutes ces expériences collectives tragiques dont la France a été part en fait. Mais du coup, ça dénature, je crois, ce qu'est le rapport à la nation, parce que nation, ça ne veut pas dire forcément nazisme, ça ne veut pas dire forcément colonialisme. C'est comme si on avait perdu du fait, par peur de dériver vers l'extrémisme ou le totalitarisme, le rapport à ce qui est le plus basique et le plus essentiel de l'être humain à soi-même, qui est le rapport à l'identité collective. Donc, qui peut-être fait défaut, en tout cas en France, à l'heure actuelle, je ne sais pas. C'est peut-être ça qu'Israël peut réapprendre aux nations, une manière de se réapproprier le fait national. Je pense que chaque nation a son destin en main. Je ne sais pas si on peut apprendre à une autre nation. C'est un peu comme en psychothérapie. Le patient a son désir propre et on peut souhaiter lui inculquer des valeurs qu'il n'a pas et qu'il ne souhaite pas recevoir. Finalement, c'est lui qui décide. Je pense que c'est pareil pour des nations. Les peuples sont souverains, en tout cas dans le monde libre, et choisissent leur destin. En tout cas, ils ont les moyens de le choisir. Et bien sûr, les autres nations peuvent devenir des sources d'identification. Maintenant, c'est le peuple français ou les autres peuples décident de ce qu'ils souhaitent pour leur destin collectif. Voilà. Mais enfin, ça dépend de chacun, individuellement et collectivement. Ça, c'est aussi une chose qui ici est très forte, que ce qu'on fait a un sens, a une importance, une signification,
et que ça compte, que finalement chacun compte. Oui, ça c'est... Ouais. Il n'y a pas d'anonymat ou de gens qui disent de toute façon on n'y peut rien. Non, je pense que... Comme on entend souvent en France. Y a une forte implication des gens dans la vie sociale, la vie... une implication... Le sens, il y a je ne sais pas, on sent, oui, une implication, un sens... Bon, je reviens au bénévolat, un sens peut-être de la responsabilité par rapport aux autres, qui est quand même une donnée importante dans le judaïsme, qui peut-être trouve là une expression concrète, enfin, je crois.